Chers auditeurs, ce soir nous sommes en train de réaliser l'interview de M. Moussa Bourema Yoro, qui est superviseur coordinateur du mouvement des jeunes patrouilleurs de Gao, qui est prof de philosophie à l'Institut de formation des maîtres de Gao. Donc M. Moussa Bourema Yoro, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Africain. Bonsoir, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Ok, Monsieur Moussa Bourema Yoro, est-ce que vous pourrez nous parler de votre mouvement, parce que vous êtes coordinateur du mouvement des jeunes patrouilleurs de Gao. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur les motivations de ce mouvement et de ses objectifs, et nous expliquer en quoi consistent les actions qui sont menées par le mouvement des jeunes patrouilleurs de Gao? Ok, avec plaisir. Le mouvement des jeunes patrouilleurs est un mouvement qui est né suite à l'occupation de la ville de Gao en 2012. Et nous, jeunes de la cité des anciens, nous avons jugé nécessaire de pouvoir nous regrouper au sein d'un mouvement pour défendre nos biens, pour défendre nos populations, pour défendre notre territoire. C'est pourquoi, avec l'occupation, nous nous sommes réunis et nous avons consulté les chefs de quartier, les sages de la ville, qui ont apprécié l'idée et qui nous ont accompagnés. C'est pourquoi nous avons commencé le 4 avril à mener des patrouilles nocturnes et diurnes, c'est-à-dire des équipes montent la nuit à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. Donc de 6h, une deuxième équipe commence le travail jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà comment se faisait la patrouille pour pouvoir... parce que vous savez, avec l'invasion de la ville, tous les bandits qui sont venus de la Libye, qui sont venus des pays voisins, des narcotrafiquants, etc., se sont retrouvés ici à Gao. La prison de la ville a été cassée, donc la ville est abandonnée à elle-même. Les autorités se sont retirées, l'État n'existe plus, donc c'était vraiment l'anarchie. Pour la première fois, moi, j'ai vécu dans l'anarchie. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort, c'est de laisser aller. Et c'est dans cette situation que des hommes armés braquent de gauche à droite les jeunes, ils les dépossèdent de leurs motos, de leurs belles chemises, de leurs chaussures, jusqu'à rentrer dans les familles, prendre tout ce qu'ils veulent. Nous avons dit, si cette situation continue, ils vont finir par prendre nos sorts devant nous, nous prendre nous-mêmes, nous utiliser comme ils veulent. Alors, il vaut mieux qu'on s'organise entre nous dans les quartiers pour que nous puissions pallier à cette situation-là. C'est ce qui a amené la mise en place de ce mouvement. Donc, depuis le 4 avril, le travail a commencé. La nuit, la journée, nous veillons sur le quartier, sur les populations, sur les biens. Et nous sommes vraiment fiers de pouvoir accomplir cette tâche au moment où tout le monde disait effectivement que c'est très risquant parce que nous n'avons pas d'armes et nous circulons entre les hommes armés. Bien sûr, cela va causer nécessairement des pertes en vie humaine que nous avons connues, mais cela ne nous a pas découragés, ça ne nous a pas fait reculer. Ça ne nous a pas fait reculer parce que nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour notre territoire, pour notre pays. Parce que c'est une terre que nos ancêtres nous ont léguée et nous ne pouvons pas faillir à ce que d'autres personnes puissent nous déposséder de cette terre pour le transmettre à leurs enfants. Nous avons souhaité garder ces terres-là et les transmettre à nos enfants. Voilà ce qui nous a tous motivés en ces jours-là pour mettre la patrie-là en marche. Voilà. D'accord, Monsieur Moussa Bourema Yoro, merci énormément pour votre réponse. Mais moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez été témoin personnellement des exactions qui a eu lieu lors de l'occupation de Gao par les bandits armés, parce que nous savons que pendant un très long moment, les bandits armés ont pris possession de Gao qui est dans les Tombouctou. Est-ce que vous, en tant que tel, en tant que coordinateur de ce mouvement, est-ce que vous avez été témoin des exactions, de toutes les exactions que ces différents groupes armés ont eu à commettre à Gao sur les jeunes, les femmes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples rapidement, s'il vous plaît? Je pense que je suis le mieux placé pour parler de cela parce que c'est moi qui conduisais la patrouille, je suis le superviseur, le coordinateur.
en cette période-là. Et il n'y a pas un jour où je ne suis pas à la police ou à la justice islamique pour tout simplement plaider la cause des enfants qui jouent soit avec le téléphone ou qui sont en train de fumer de la cigarette ou qui sont en train de faire un grain, on vient les arrêter, etc. Donc c'est des exactions qui ne finissent pas. Des femmes ont été violées, des femmes on te trouve avec ta soeur ou ta femme, on te dit quelle est la preuve que c'est ta femme ou ta soeur, tu n'as pas le droit de le supporter sur une moto, etc. Donc il y a eu tellement d'exactions que ça ne finit pas. Jusqu'à aller couper les mains de ceux qui ont été des voleurs, qui ont volé, des coupeurs de route qu'ils ont pris sur la route d'Ansongo, qu'ils ont amenés d'Ansongo jusqu'à Gao pour les couper les mains. Le jour où ils ont voulu couper, où ils ont annoncé, ce jour-là, toute la population de la ville ont été mobilisés la nuit, au moment où ils étaient dans leur base de parti. Ils ont été tous informés de se retrouver à la place de l'indépendance pour empêcher à ce qu'on ampute les mains. Effectivement, le lendemain, avant que les coupeurs de main arrivent, ils ont trouvé que la place était déjà envahie par les jeunes. Donc, ils n'ont pas pu faire leur salle de bain là-bas, mais ils sont allés les couper ailleurs et ils ont apporté les mains coupées dans un sac pour les présenter aux gens. Donc, que vous le voulez ou pas, on le fait, c'est ce que cela signifie, quoi, en un mot. Donc, il y a eu tellement d'exactions que ça ne finit pas. Il y a aussi témoignage d'un jeune qui vend de la brochette, des brochettes, mais qui ressemble, qui a un peu la corpulence d'une femme, qui a la démarche des femmes, qui aime parler comme les femmes. Alors, on l'a arrêté pour l'exécuter. Mais Dieu faisant bien les choses avant l'arrivée de sa sentence, c'est là que l'intervention de Serval a eu lieu et qu'il a pu échapper par justesse. Donc, les actions ne finissent pas. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été maintes fois interpellé parce que ils auraient entendu que je travaille avec les services secrets français, les services secrets maliens qui sont des non-croyants. Alors, de ce quoi celui qui travaille avec des non-croyants aussi non-croyants, puisqu'ils n'ont pas pu avoir une preuve. C'est pourquoi j'ai échappé aussi. Sinon, plusieurs personnes allaient laisser leur vie dans cette situation seulement. Voilà. Donc, les exactions que nous avons vécues ici, ça allait jusqu'à ce que on ne peut même plus manipuler son téléphone. Parce que chaque téléphone est contrôlé. S'il n'y a pas de cartes dans lesquelles il y a des photos de porno, où il y a des musiques, où il y a autre chose que le Coran. Donc, même le téléphone, on te trouve avec ton téléphone en train de manipuler, on t'arrête, on regarde ton téléphone. S'il n'y a pas comment on dit, des films porno ou autre chose dedans. Si on trouve dedans, vous êtes arrêté et on vous traduit devant le juge. Qui va vous juger, soit on va vous donner des coups de fouiller ou on vous met en prison pour un délai, etc. Ou voilà, ça dépend des sentences. Donc, les exactions, nous avons vécu énormément. Et tous les jours que Dieu fait, je ne fais que des va-et-vient entre la police et les différentes familles, entre la justice, les différentes familles. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons, à notre niveau, mis en place une commission qui est chargée de régler les problèmes de la société, c'est-à-dire des membres de la ville. Ceux qui sont autochtones de la ville, nous avons dit désormais que nos problèmes ne soient plus devant les occupants. Quand il y a des problèmes entre nous, il faudrait nécessairement que nous puissions les régler entre nous sans pour autant arriver à leur niveau, parce que à leur niveau, ça pose toujours des difficultés, des problèmes. Nous qui avons vécu dans la liberté, nous avons vécu dans la démocratie, nous avons vécu, dans un monde occidental, avec l'idéologie occidentale, nous ne voyons pas comment du jour au lendemain on peut vivre une vie du Moyen-Âge. C'est un peu compliqué, c'était un peu difficile, tout simplement. C'était un enfer à vivre. Voilà. Vous savez, Monsieur Moussa Bouré Mayoro, votre témoignage, il est poignant. Je ne fais pas dans l'excès, mais je vous assure que je mesure maintenant, depuis longtemps, je m'étais fait à l'idée que la population de Gao, Kidal, Tombouctou avait vraiment souffert et continue de souffrir. Plus continue de souffrir.
Mais en vous écoutant, je me rends vraiment compte que franchement, vous avez vécu un calvaire pendant tout ce moment-là. Vous avez vécu un calvaire pendant tout ce moment et j'aurais vraiment aimé qu'on continue à en parler parce que le sujet est très intéressant. Mais malheureusement, compte tenu du temps et de l'objet même de votre interview qui concerne les manifestations et la marche qu'il y a eu, l'accord qui a été signé entre l'administration et les groupes armés, les assassinats ou comment dire, je ne sais pas si on peut les qualifier d'assassinats ou de meurtres des marcheurs, très franchement. Sachez que nous qui sommes là, nous avons mal à votre place et c'est pourquoi il nous faut donner de l'information à ceux qui sont à l'extérieur du Mali pour qu'ils se rendent compte que quand tu pars à Bamako et que tu vois les gens dans la rue, et tu vois les gens en train de vivre leur vie normalement, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément de problèmes au nord du Mali. Et nous comprenons pourquoi les jeunes de Gao qui ont toujours dit non à l'invasion, qui militent, nous comprenons pourquoi vous n'en pouviez plus, parce que c'était très très difficile. Donc ça, c'était ce que je voulais ajouter en parenthèse. Avant de passer au sujet de la soirée, je vais passer la parole à mon collègue M. Kassim Doumbia, qui a une question rapidement pour vous. Après, on va essayer de passer au sujet du soir. M. Kassim Doumbia, allez-y. Oui. Donc vraiment, j'ai écouté le témoignage, c'est vraiment très émouvant. Pour nous, c'est quelque chose qui était important, on voulait vous entendre là-dessus. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, dire qu'ils ont entendu des choses, mais tant que c'est pas quelqu'un de l'intérieur qui a vécu cette occupation-là, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc vraiment, votre témoignage, c'est un témoignage exclusif. Moi, j'aimerais juste, avant de passer au sujet de la manifestation, vous poser une question. Parce que la réalité est que, et Youssouf parlait des gens de Bamako tout à l'heure, la réalité est que les gens de Gao, vous avez vécu cette occupation-là et vous la vivez au quotidien. Vous la vivez au quotidien depuis que ça a commencé. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu une manifestation hier à Bamako, qui était une convocation des jeunes à la Bourse du Travail. Quand on regarde les images et qu'on voit le peu de mobilisation, on a honte. Donc moi, j'ai envie de vous demander, avant qu'on passe à la manifestation, pendant tout ce temps-là, est-ce que vous n'avez pas eu un sentiment d'abandon par rapport au reste du Mali? Les jeunes de Gao, est-ce que vous vous êtes pas sentis abandonnés par rapport au reste du Mali? Ça, c'est la question que je voulais vous poser. Parce que ça, c'est quelque chose de très humain. Sincèrement, nous nous sommes toujours sentis abandonnés et nous sommes même abandonnés à présent. Sincèrement, c'est le sentiment que tous ceux qui sont à Gao ont. Nous nous rappelons très bien de l'occupation, de tout ce qui s'est passé sous l'occupation. Le moment où nous cherchons à nous libérer, le moment où nous cherchons de l'aide pour que nous puissions être libérés, c'est en ce moment que le reste du Mali est en train de jouer au top étoile, est en train de faire autre chose que de comprendre que c'est des hommes et des femmes qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être humiliés dans leur chair, dans leur dignité. Et aujourd'hui, où nous avons été libérés, où on dit que les autorités maliennes sont là, nous sommes encore sur notre faim. Parce qu'on parle tout le temps du retour de l'administration. Nous sommes désolés, nous sommes déçus de ce retour-là. Dans la mesure où aujourd'hui, tous les problèmes de Gao ne peuvent se résoudre qu'à Bamako. Je dis, Bamako-Gao, c'est 1000 et quelques kilomètres. Et vous connaissez l'état de la route. Vous connaissez la ville. Comme vous le disiez, vous l'avez dit dans votre introduction, que je suis professeur de philosophie. Je suis professeur de philosophie à l'ISM de Gao depuis 2006. De 2006 à aujourd'hui, je suis professeur titulaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les inspecteurs ne peuvent pas venir à Gao parce que c'est une zone d'insécurité. Ça, c'est de 2006, avant l'occupation de 2012. C'est pour vous faire comprendre que ce sentiment d'abandon, nous l'avons toujours depuis combien de temps? Et c'est ce qui nous a amené, nous, à nous unir, à être un et un seul homme, pour que cet état, cette situation-là, qu'on nous fait vivre, qu'on la change. Qu'on la change parce que nous sommes des Maliens. Nous ne sommes pas des sous-Maliens. Nous ne sommes pas des Maliens de bas échelon. Nous sommes des Maliens au même titre que tous les autres Maliens. Si vous me permettez le terme, d'ailleurs, nous sommes plus Maliens que certains.
Dans la mesure où nous avons donné notre vie, nous avons donné la vie de nos femmes, la vie de nos mamans, la vie de nos papas, pour que ce Mali-là ne soit pas divisé. Mais qu'est-ce que le Mali a donné à ces gens-là jusqu'aujourd'hui? Même la santé, je vous jure que ça laisse à déplorer. Il n'y a pas de spécialistes à l'hôpital de Gao. Vous vous rendez compte? Une région entière, il n'y a pas de spécialistes. Tous ceux qui sont, la plupart des gens qui travaillent à l'hôpital de Gao sont des volontaires. C'est cette occupation, sous cette occupation qu'ils ont manifesté leur volontariat. Ils travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'occupation. Et après l'occupation, on a voulu les dégager et apporter, des aides-soignants de gauche à droite. Nous avons dit que cela ne se fera pas. Dans la mesure où ceux qui nous ont assistés au moment de l'occupation, qui ont fait que nos parents n'ont pas pu se déplacer, parce qu'ils sont là, ils peuvent les apporter le soin, on dit qu'on ne peut pas les écarter. Il faut les garder. On les a gardés, mais le problème n'est pas encore fini. Parce que l'État n'est pas impliqué totalement. Il s'agit de l'AIG. C'est purement humanitaire. C'est des jeunes de Gao qui, au moment de l'occupation où l'hôpital a été saccagé, brûlé là, nous nous sommes réunis pour récupérer quelques matériels que nous avons trouvés en ville pour faire marcher l'hôpital, pour qu'ils puissent avoir au moins des soins. Et il n'y a pas de médecins, sauf effectivement les jeunes de Gao, les sortants de Gao qui étaient ici, qui ne travaillaient pas pour l'État, mais qui ont tout simplement donné tout leur temps et tous leurs moyens pour apporter leurs soins aux gens. Oui. Donc, là où je vous parle, j'ai mal. Je ne sais même pas, je n'ai pas les termes appropriés pour vous le dire comment nous sentons que nous sommes abandonnés. Monsieur Yoruba, vous vous sentez abandonné par le Mali entier. Je vous le jure, c'est dans nos poches qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on nous paye nos salaires qu'on prélève. Chacun prélève dans son salaire pour faire le travail avec. Ni l'État, ni bailleur de fonds, ni personne ne nous aide dans cette lutte. Et pourtant, c'est une lutte qui appartient à tout le Mali. Nous ne sommes pas les seuls Maliens. Et nous avons donné tout ce que nous avons. Et nous sommes prêts à continuer à le faire parce que cette terre-là, que le Mali veut ou pas, que les autorités ou l'opposition ou que ce qu'on veulent ou pas, nous disons que c'est notre terre, nous allons mourir pour notre terre. Et Dieu, même dans le Coran, nous a instruit qu'un être humain qui est sur sa terre ancestrale doit la défendre. Comme on doit défendre son bien jusqu'à la mort. Donc nous sommes prêts à défendre jusqu'à la mort, que l'État vienne en aide ou pas, nous allons continuer notre lutte, nous allons changer cette situation-là. Je ne dirais pas que ça serait changé avec moi ou avec celui qui viendra après moi. Mais je suis sûr que cette situation changera parce que le travail que nous avons fait, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. De l'occupation à aujourd'hui, vous avez vu la prise de conscience que la région de Gao a aujourd'hui, ce n'est pas parti du rien. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas gratuit, c'est un travail. Un travail des hommes qui ont sacrifié tout ce qu'ils ont pour que ça soit comme ça. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes fiers, nous qui avons mis cela en marche, nous sommes fiers, même si aujourd'hui nous mourons, même si nous tombons aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des gens capables, il y a des gens prêts à continuer cette lutte et je suis sûr qu'ils vont le faire. Je ne suis pas le seul superviseur, il y a encore beaucoup d'autres Moussa Bourema qui existent ici à Gao et qui vont continuer la lutte. Et je suis certain que cette région-là sera la référence du Mali dans le futur. Parce que les jeunes sont déjà là, on le voit. Merci beaucoup, Moussa Bourema. Vraiment, vous vous doutez que j'ai posé cette question volontairement. Parce que très souvent, les médias traditionnels ne parlent pas de ça, de ce sentiment d'abandon qui existe. Et vous avez parfaitement bien répondu à cette question. Et je pense que nos auditeurs, quand ils vont l'entendre, il faut que tout le monde médite là-dessus. Qui est que les jeunes de Gao ont été les martyrs de cette crise depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps que les autres Maliens se mobilisent pour les rejoindre et pour les aider. Oui. On ne peut pas tout simplement rester dans notre coin et parler. Ça ne marche pas. Il faut que les gens aient conscience de ça. Vous vivez la crise au quotidien. Kasdoumia, si tu me permets, excuse-moi. Ici au Mali. Tu sais que seulement 1 million de travail et le reste.
Ouais, comment il y a des jeunes qui ont voulu organiser plutôt qu'organiser un meeting et qui ont voulu organiser une manifestation hier à la Bourse du Travail. Il y a quelques jeunes qui sont partis, mais il faut dire la vérité. Quand il s'agit de venir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer, faire le révolutionnaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétents dans ce domaine. Mais très franchement, j'ai été déçu de voir que les jeunes de Bamako ne s'intéressent même pas à ce qui se passe à Gao. Il y en a qui le font, mais ils sont minoritaires par rapport au grand nombre de jeunes qui pullulent Bamako et qui sont prêts à aller, bon, je ne suis pas là pour critiquer, mais qui sont prêts à aller faire la fête. Et lorsqu'on leur demande de venir marcher pour Gao, le mal que nous avons encore plus, ce qui peut s'ajouter plus à l'abandon là, c'est surtout le fait que les gens interprètent mal notre intention de pouvoir survivre. Nous voulons survivre et les gens nous accusent effectivement d'être des collabos, c'est-à-dire que cette lutte-là, les gens doivent le comprendre, c'est une lutte qui appartient à tous les Maliens consciencieux qui savent que ce territoire-là, c'est des hommes qui se sont sacrifiés. Les Modibo Keïta, là, il n'est pas le seul qui a fait un combat. Toute une génération. Et beaucoup d'entre eux ont laissé leur vie. Et beaucoup d'hommes anonymes ont disparu dans cette lutte-là. Mais au début, les gens pensaient que c'est de la folie. Les gens pensaient effectivement que ça ne peut même pas se faire, qu'on puisse avoir l'indépendance. Même si c'est artificiel, même si c'est une indépendance de nom, nous l'avons eu quand même. Et je crois que c'est comme ça le combat, c'est comme ça le progrès. C'est petit à petit, ça ne vient pas d'un coup. Il faut que chacun d'entre nous accepte de se sacrifier, c'est-à-dire d'apporter le peu qu'il a pour que l'ensemble puisse aller en avant. C'est cela qui nous manque ici au Mali. Quand nous sommes dans cette lutte ici à Gao, certains sont à Bamako pour jouer du football, certains sont à Bamako pour dire les gens de Gao et les rebelles, ils sont toujours les mêmes, ils sont tous les mêmes. Si on était tous les mêmes, vous pensez que vraiment le Mali serait comme ça? Quand même, il y a un peu de bon sens. Si on était tous les mêmes, est-ce que la libération allait être facile? Un peu de bon sens. Je dis, la lutte est une lutte commune. Chacun d'entre nous doit s'investir. Parce que ça y va. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Nous avons souffert de l'exclusion. Nous avons souffert effectivement du fait que nos régions sont défavorisées. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la chance, le pouvoir de pouvoir changer cela pour nos enfants. Je pense que même si nous ne goûtons pas à ce plaisir, si nos enfants goûteront à ce plaisir, c'est déjà une satisfaction parce que c'est le but même du combat. C'est le but même de la lutte pour que ces enfants-là puissent savoir qu'ils sont Maliens au même titre que des autres Maliens. Et que leurs parents ont donné leur vie pour qu'eux ils puissent avoir cette terre-là. Que chacun s'investisse dans ce sens-là pour que nous puissions sortir le Mali dans cette situation-là. Il ne s'agit pas de rester à côté, croiser les bras, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Sud parce que c'est le Nord, il faut laisser le Nord. Nous avons compris, au moment de l'occupation, c'est que nous avons compris, réellement. Le moment où les rebelles commencent à descendre vers le Sud, c'est en ce moment que la libération a commencé. Nous avons dit, si les rebelles étaient restés seulement à Gao, Tombouctou et Kidal, je vous jure que l'année 2013-2014 allait nous trouver encore dans cette libération, dans cette occupation. Mais puisqu'ils ont eu la malchance de pouvoir avancer, voilà qu'on a été libérés. Et ça, vous allez demander tous les nordistes, ils vous diront la même chose. Parce que tout simplement, il y a ce sentiment d'abandon. Et c'est ce qu'on a demandé aux autorités politiques de changer cette attitude. De changer. Parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Si eux, ils ne nous considèrent pas, nous nous considérons, nous savons que nous sommes des Maliens et nous avons des droits, nous allons les défendre. Voilà. Ok, monsieur. Youssouf Manga, je sais que vous allez passer à la manifestation, mais juste pour conclure cette étape, moi je dirais que le manque de mobilisation à Bamako, oui, excusez-moi, juste je termine avec une phrase. Je dis le manque de mobilisation à Bamako est une honte. Il faut que tout le monde le sache. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une honte nationale. C'est vraiment une honte. Voilà. C'est une honte nationale. Quand on n'est pas prêt à mourir pour son pays, ça ne sert à rien de discuter. C'est là qu'il y a les institutions, c'est là qu'il y a comme on le dit, le Mali lui-même. Alors si le Mali est là et que une partie du Mali souffre et que le cœur ne sent pas, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, vraiment. Comme vous le dites. Monsieur Bourema, Monsieur Moussa,
Monsieur Moussa Bourema Yoro, j'ai une question, j'ai aussi, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Après, on va passer à la manifestation. Merci énormément à Kaz Doumbia d'être intervenu et d'avoir posé cette question qui est pertinente et très très importante. Et merci aussi à vous, Monsieur Moussa Bourema Yoro, de nous avoir répondu très clairement et très précisément. Il y a certains qui prétendent en disant que si le président de la République ne se déplace pas dans les zones de conflit, c'est parce que sa sécurité n'est pas totalement assurée. Si jamais il accepte de partir dans ces zones-là. Il y a d'autres qui disent que non, c'est parce que le gouvernement s'en fout pas mal de tout ce qui se passe au nord du Mali et que le président Ibeka, on n'est pas là pour les critiquer, mais peut-être pour dire ce qui se passe, essayer de trouver des solutions et préconiser, faire des propositions. Il y en a qui disent que non, si le monsieur n'est pas parti là-bas, c'est parce qu'il s'en fout et que tout ce qui l'intéresse, c'est le luxe et c'est les voyages et voilà, partir à l'étranger. Et vous, en tant que membre et un acteur vivant de tout ce qui se passe actuellement au cœur des événements, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez précisé que vous vous sentez abandonné, mais est-ce que vous pensez que ceux qui disent que le président ne pouvait pas partir à cause de l'insécurité, est-ce que vous pensez que c'est justifié? Est-ce que cet argument peut être justifié? Mais une petite précision, Youssouf Mangara, il faut quand même ajouter que le président a écourté sa visite en Allemagne pour rentrer au Mali. Oui, quand il a annulé sa visite à l'Union africaine pour aller à Gao. Donc il a été. Attention, Kasdoumia, avant ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Énormément de choses. Il y a eu des choses qui se sont passées, mais il l'a finalement fait quand même. Ah oui, non, il l'a finalement fait, mais après combien d'assassinats, après combien de meurtres, après combien d'attaques? En tout cas, on va attendre le sentiment de M. Bourema, on va attendre le sentiment de personne. Voilà, donc M. Bourema Yoro, allez-y. Bon, personnellement, moi, je ne sais pas les raisons qui ont poussé le président à ne pas venir depuis son investiture comme président de la République. Tout ce que je sais, c'est que de façon générale, les présidents maliens n'ont pas le flair de pouvoir venir vers le nord. Ça, c'est évident. Quand ils viennent au nord, peut-être c'est chaque 2 ans ou chaque 3 ans ou chaque 5 ans. En tout cas, ils mettent quand même du temps avant de venir à Gao. Ça, c'est de tout le temps. Et vous pouvez vérifier l'histoire. Ça, c'est de tout le temps. Maintenant, par rapport à la situation sécuritaire qui est là, ça, c'est le point de vue des uns et des autres. Mais nous pensons, sincèrement, moi je pense, en tant que leader des jeunes de Gao, en tant que porte-parole de tous les mouvements et associations de la région de Gao, je pense vraiment que le président aurait dû effectivement venir après son investiture à Gao. Parce que nous avons été occupés, nous avons été humiliés, nous avons été... il n'y a pas une bassesse qu'on n'a pas vue sous l'occupation. Et au moment des campagnes, le candidat était là à Gao. Et il me serait incompréhensible qu'après son élection, il ne soit pas venu. Il est parti jusqu'à Kidal. Pour tout simplement, je vais dire, tout simplement soutenir les populations qui ont vécu l'occupation. Seulement. Ça, c'est mon point de vue. Point de vue, effectivement, qui doit effectivement faire le déplacement, venir seulement demander aux gens, qu'est-ce que vous avez vécu? Nous avons vécu, suivi avec vous tout ce qui s'est passé. Et voilà, aujourd'hui, nous allons redresser le pays ensemble. Voilà, nous allons, etc., etc. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Mais le fait que la dernière fois il est venu ici, ça, on l'a salué, on lui a salué vraiment, d'abandonner, comme on dit, d'écouter sa visite en Allemagne et de carrément annuler, comme on dit, la conférence d'Addis Abeba et de venir ici à Gao. Moi, je trouve que c'est responsable quand même, le pays, dans ton pays, où des forces étrangères à qui les populations ont tout apporté et qui finissent par tirer sur ces populations, il y a lieu de venir voir, de venir comprendre la situation. S'il ne l'avait pas fait, on aurait dû aussi parler, on allait aussi parler de ça. Ça, je suis certain qu'on n'allait pas hésiter. En tout cas, moi, personnellement, je n'hésiterai pas à le dire. Comme je l'avais dit, le moment où il n'était pas venu après les élections, après son investiture. Oui, je l'avais dit, j'avais eu l'occasion de le dire. Voilà. On va y venir.